je vais mettre la vraie présentation. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous initier à Markdown, de vous montrer les options avancées, puis aussi de vous parler un peu d'analyse de données reproductibles parce que c'est là-dedans que R Markdown s'inscrit en bout de ligne. Donc, vous devriez tous avoir reçu les indications de la part de Denis d'avoir téléchargé R et RStudio. Puis, comme vous pouviez voir là, sur la première, ce qui est affiché en attendant le départ, il faudrait idéalement télécharger TinyTech, qui est un petit micro-package qui sert, programme qu'on peut mettre dans R qui sert à faire des PDF. Si ça fonctionne pas, sérieusement, c'est pas grave, là, c'est juste pour faire un PDF, mais en bout de ligne, on va pas travailler beaucoup en PDF. Fait que c'est pas la fin du monde. Donc, ce qui va être ouvert aujourd'hui par la formation, ça va être vraiment de créer un document de base. On va passer 30 minutes là-dessus à peu près. Puis ensuite, le but, c'est de vous donner un coffre à outils de voici c'est quoi les options avancées. Puis voici où est-ce que vous pouvez en apprendre plus sur ces options-là. Puis finalement, je vais vous parler, là, vous donner quelques trucs pour inclure les bases d'analyse reproductible dans le code, puis autour là, de notre code aussi. Donc, pour les gens qui sont déjà initiés à R Markdown, je vous avertis tout de suite, la première 30 minutes, le but, c'est vraiment de... Le but, c'est vraiment de faire en sorte que l'adoption va être le plus facile possible par la suite. Oh, j'ai fermé ton micro. C'est bon. C'est bon? Il est fermé? Super. Petit problème technique. Donc, je vais recommencer ce que je disais. Le but, c'est justement de briser les barrières et que l'adoption de R Markdown soit le plus facile possible. Donc, on va vraiment prendre le temps ensemble de faire les premiers pas puis les documents. Si vous êtes déjà initié, inquiétez-vous pas. Après, cette demi-heure-là, le reste risque de vous concerner là, en masse. Qu'est-ce qu'on va pas couvrir? C'est beaucoup de choses parce que c'est un sujet très large. Implémenter la recherche reproductive dans les travaux en général, le langage R, le codage, l'analyse de données en soi, puis les contenus avancés aussi. Je ne couvrirai pas aujourd'hui parce qu'on pourrait vraiment rester ici plus qu'1h15. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer à voir c'est quoi R Markdown, les bases, nos options supplémentaires et avancer. J'ai avancé entre guillemets parce que vraiment, vous allez voir, ça fait peur parce que là, on voit le résultat, c'est vraiment beau, mais en réalité, c'est généralement très simple à implémenter. Puis, quelques notions de recherche reproductive. Donc, R Markdown, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, si vous connaissez c'est quoi. J'imagine que oui, parce que sinon, vous ne seriez pas inscrit à la formation. Mais qu'est-ce que c'est, grosso modo, là? C'est un langage qui permet de créer un document qui contient du texte, du code. Dans le cadre d'aujourd'hui, on va parler de code R. Fait que du texte, du code, les résultats de notre code. Puis, on peut mettre des tableaux, des figures, des équations, on peut même mettre des bibliographies, citations, tout autour de ça. Puis, ça se base sur un langage de balisage qui s'appelle Markdown, qui, grosso modo, permet là, de dire, mettons, ceci est en gras, ceci est en italique. Puis, sur un langage aussi de métadonnées, où est-ce qu'on dit, mets une table des matières ici, numérote mes sections, etc. La beauté de R Markdown, c'est vraiment que c'est très flexible parce qu'on peut tout combiner ensemble. Je ne sais pas si vous avez tendance à faire ça, mais faites plus jamais ça après la formation, là, mais faire son analyse en R, là, faire une capture d'écran, mettons, des résultats, ou copier-coller les résultats, après ça, les emmener dans Word ou dans Excel. Puis là, après ça, j'en vais rire. Je suis contente de dire que ça va être utile. Mais les emmener dans Excel. Là, après ça, si tu as reroulé tes résultats, là, c'est peut-être plus les bons. Fait que là, tu hésites. Un, ça risque vraiment d'implanter des erreurs. Deux, c'est vraiment pas efficace pratique. Puis trois, ça met beaucoup de barrières à qu'est-ce qu'on peut aller exploiter, aller faire avec nos données. Fait que ça, c'est la beauté de la flexibilité de R Markdown. Ensuite, ce qui est vraiment le fun, c'est l'automatisation. Tout se met automatiquement à jour dès qu'on dit de rerouler les choses. Fait que, si je change mes données, si un collaborateur me dit de changer tel argument, tout va se refaire automatiquement. Mon rapport va ressortir, les résultats vont être pareils. On n'a pas besoin d'aller, vont pas être pareils, mais vont être à jour, etc. Donc, ça aussi, ça permet une certaine reproductibilité parce que c'est très transparent. On voit exactement ce qu'on a fait.
Ça facilite la validation par les pairs. Puis moi, c'est vraiment comme ça que j'utilise le partage avec même ma direction, avec mes collaborateurs. Puis eux autres, ils peuvent me dire très facilement, sans effort, si oui ou non ce que j'ai fait est bon ou m'orienter. Puis mieux comprendre aussi mes résultats, fait qu'ils peuvent en bout de ligne plus m'aider à comprendre ce que je vois puis ce que j'analyse. Ça permet de documenter sa méthodologie, puis ça permet aussi la collaboration. Je pense que ce que j'ai dit avant là, prouve un peu là, tous ces points-là. Je vais vous montrer des petits exemples avant qu'on commence de rendu. Vous allez voir, Markdown, c'est un langage qui permet de générer un document, mais le document qu'on veut. Donc, je vais vous donner un exemple d'un document de base qui est presque qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Là, si vous oubliez cette petite table des matières-là, c'est un peu avec ça qu'on veut finir là, après la première demi-heure. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On a des titres, des sections, on a du texte. Vous voyez, on peut inclure là, des petites mises en page spéciales, mises en forme avec des liens. Puis ensuite, on a du code. On a des résultats de code au travers de tout ça. Après ça, c'est justement ce que je voulais dire au début, là, la petite table des matières qui déroule comme ça, là, c'est tout fancy, là. Ça prend 4 mots. 4 mots au début de notre document, puis genre, on la rajoute. C'est pour ça que je prends le temps de vous montrer un peu des options avancées. Puis, vous voyez, là, un autre, ça, c'est 2 mots au début de notre document, mais tu sais, montrer puis cacher le code, c'est des options là, qui existent aussi. Donc, d'autres options, on peut faire des PDF, comme ici. On peut exporter en fichier Word si on veut. Ça, c'est un exemple de fichier Word. Vous pouvez faire des présentations PowerPoint aussi. Ça, j'ai pas d'exemple. Puis ensuite, là, dans les plus avancés, il existe des mises en page déjà faites pour que ce soit tout joli. On peut faire des livres, carrément, avec des chapitres puis des sections. On peut faire des contenus... Oups. Ça fait trop longtemps que j'ai téléchargé la page. On peut faire des contenus interactifs. Ça, je ne couvrirai pas ça aujourd'hui, mais juste pour que vous sachiez, c'est relativement facile à faire. Là. Puis, on peut faire des sites web. Bien évidemment, R Markdown a fait son site web en R Markdown. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ce qu'on va couvrir, c'est plus le début, mais sachez que c'est super flexible. Puis, si vous aimez plus Word à la fin pour collaborer, ça va être possible aussi d'exporter en Word. Donc, bref, c'est un outil qui est très puissant pour structurer et présenter sa recherche de façon qui est claire, concise et reproductible. Puis ça permet vraiment d'améliorer l'efficacité et la qualité de notre communication scientifique. Donc, de ce pas, en espérant que je vous ai convaincu, on va y aller avec les petits exercices de base. Ça, c'est pour quelqu'un qui a jamais touché à Markdown. Puis le but, c'est que vous l'ayez déjà fait une fois, donc ça fait un peu moins peur là, de l'ouvrir par soi-même par la suite. Donc, vous devez ouvrir R et RStudio sur votre ordinateur. Puis, une fois que ça c'est ouvert, je vous invite à ouvrir un document Markdown. Donc, allez en haut à gauche, là, ici, dans le petit bouton, puis cliquez sur Markdown. Je pense que je peux voir les commentaires. Tu fais trop? Hein? Les commentaires du chat? Mais en fait, il y a personne. Bon, mais, ouais. Si je voyais popper des choses, mais... As-tu eu le temps de le faire? Tu vas être une référence. C'est en train de loader. C'est en train de loader. C'est bon. Fait que je vais vous laisser une petite minute de plus, juste parce que, au cas où que l'échelle prend du temps. Petit truc, tu sais, un ordinateur, ça a aussi des limites. Fait que si vous avez 800 onglets ouverts sur Internet, c'est jamais utile. Ou si votre ordinateur est lent, aussi, fermez Teams. Fait que je clique droit sur l'icône Teams. Est-ce que... Non, oui. c'est moi. Ah, c'est toi qui as une question, c'est bon. Est-ce qu'on choisit HTML, PDF pour... C'est beau, c'est beau. Tu peux rester là. Ouais. Okay, c'est bon. C'est ma prochaine diapositive. Ah, ok, excuse. Ben non, c'est parfait. La prochaine diapositive, c'est ça que vous devriez voir. Puis, ce que je vais vous demander de sélectionner, là, c'est juste OK. Fait que ça va vous faire une démo. Ça se peut que ça vous demande de télécharger un package. Dites oui. Puis, ça devrait ressembler à ça. Je vais encore laisser un petit peu de temps au cas où.
puis je vais continuer par la suite. OK. Fait que ce qu'on a ici, c'est la fenêtre vraiment là, en haut à gauche qui est importante. Tout se passe là. Puis, c'est vraiment, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va analyser chacune des portions pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on voit dans notre document. Donc, d'abord, ce qu'on a en haut, c'est le YAML. Là, on met un peu des métadonnées, là, fait que titre, auteur, date, output, puis on peut mettre des choses là, plus tard, là, vous allez voir comme met la table des matières ici, des choses genre. Faites attention, par contre, c'est sensible aux espaces. Fait que si vous mettez un espace entre date puis le 2 petits points, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ça, c'est notre section texte dans notre document, qu'on peut mettre du texte un peu partout. Vous voyez en bleu, avec les dièses, ça indique des titres et sous-titres. Puis, on a du texte. Puis, vous voyez qu'on peut faire des mises en page pour ajouter des choses. Par exemple, ici, là, il y a eu un petit peu de mise en page pour ajouter un lien. Puis, finalement, la troisième partie d'un document Markdown, c'est du code. Ouais, c'est des petits blocs comme ça qui délimitent les endroits où est-ce qu'on peut mettre du code dans notre document. Donc, on va tout de suite compiler. Par compiler, c'est comme un peu faire imprimer le fichier à notre ordinateur pour la première fois. Fait que je vous invite à juste cliquer sur Knit. Ce qu'il va vous faire, c'est un fichier de type HTML. C'est vraiment ce qui est le plus flexible et facile d'utilisation. C'est ça que j'utilise, mais on va pouvoir essayer d'autres choses par la suite. Sinon, deuxième option, c'est de cliquer sur la petite flèche là, HTML. Je vais vous laisser le faire. Mais vous devriez pouvoir ouvrir sur votre ordi, c'est quelque chose du genre. Est-ce que vous avez le temps, puis est-ce que vous le voyez? On a un nom de ce bord ici. C'est ça, oui, c'est bon, magnifique. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est Open in Browser. En haut, là, ça va l'ouvrir sur votre furteur web préféré. Mais vous voyez, là, c'est un document. C'est pas plus compliqué que ça. Là, le texte, c'est accessible. Une fois que tu as indiqué les petites zones de code, tu mets ton code comme c'est un document R. Puis pour le reste, là, on va décortiquer ça, mais il n'y a rien de très compliqué. Fait que ça ressemble à ça, un document. Si vous avez eu le temps d'installer TinyTech, vous pouvez aussi essayer de le compiler en PDF. Fait qu'il y a deux options. Première option, c'est changer le output et dire de le faire en PDF, puis cliquer sur Knit. Puis, la deuxième option, c'est juste d'utiliser la petite flèche ici puis de dire de le faire en PDF. Genre, il y a une je t'écoute. Ben, c'est pas moi. Ben, Maïna, tu peux te unmute pour poser ta question. Donc, bonjour. Ma question, c'est que après que j'ai choisi NIFT ou HTML, c'est que ça me donne un autre onglet. C'est d'enregistrer soit le fichier sur mon ordi. Oui. Merci, Maïna. C'est vrai. Une fois que vous faites le fichier pour la première fois, c'est vrai, il faut que vous l'enregistrez quelque part parce que sinon, il ne saura pas où mettre votre fichier HTML ou PDF. OK, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est aparté, quand vous l'enregistrez, là, mettons, on enregistre un PDF, ça va être .pdf. Les fichiers Markdown, c'est .rmd. Fait que c'est comme ça qu'on les identifie sur l'ordi. Donc, ça devrait vous avoir donné un PDF. Ça se peut que ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas TinyTech. Mais ça ressemble à ça. Sinon, vous pouvez aussi essayer, là, si vous voulez, de votre côté, là, le mettre en Word. Fait que même procédure, là, à un moment donné, faites changer PDF pour Word ou aller directement vers Word. Puis, ça devrait le faire. Sachez que chaque fois que vous faites compiler un fichier, ce que votre ordinateur va faire, c'est qu'il va créer un fichier Word, PDF, HTML, puis il va l'enregistrer à la même place que vous avez mis votre fichier Markdown. Fait que si vous ne le trouvez pas, ben, il est là. Oui. C'est un peu différent sur Mac, on dit dans le chat. Oui, ça se peut. C'est pas vraiment une question, je pense que c'est un... oui, ça se peut. Mais merci, j'ai pas de Mac. Je ne sais pas. Rosemary, c'est-tu différent sur ton Mac?
Excusez, là, je n'étais pas rendue là. J'essayais de voir comment le faire en PDF. Dans le fond, je peux juste poser une question rapidement, là, mais les textes, là, c'est-tu une application externe ou c'est un package? Tech, ça vient de LaTeX. Oui. LaTeX. Oui. LaTeX, c'est un logiciel en soi. OK, c'est bon. Puis le logiciel, là, il permet vraiment de comme prendre des instructions, puis le mouliner pour faire voici un PDF. OK, c'est bon. Mais tu n'as pas besoin de télécharger LaTeX au complet juste pour faire du Markdown. Ça serait un petit peu beaucoup. Là. OK. C'est pour ça que je vous ai fait trouver le code au début de le petit code qu'on voit ici en haut. Là. Bon, install le package TinyText. Ça ouvre, installe le package TinyText, puis TinyText va installer comme un micro-logiciel sur ton ordi qui prend pas beaucoup de place. C'est bon, merci. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est que c'est le logiciel LaTeX qui le fait. OK. En espérant que ça s'est bien passé, sachez que pour Word et PDF, moi, personnellement, je ne suis jamais ça. Là, je fais juste en HTML. Fait que c'est ça. C'est pas... je vous le montrais parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font la transition, ils tiennent encore à leur fichier Word. Fait que c'est ça. Pour qu'est-ce qui est la syntaxe du texte, fait qu'écrire du texte, puis le mettre, mettons, en gras, puis tout, je vais vous montrer le code Markdown, les bases, pour comment faire. Sachez maintenant que c'est plus vraiment nécessaire, quoi, qu'il y a des gens qui vont me taper sa tête là, 2 secondes. C'est plus tant nécessaire de savoir faire le code parce qu'il y a un outil visuel sur RStudio qui permet de faire beaucoup de choses automatiquement. Oui, Maïna. OK. Ma question, c'est que pour chaque enregistrement, on doit choisir si c'est sur HTML ou si c'est PDF. Ou c'est une fois qu'on fait ça, ça va être toujours en HTML. OK. Oui, mais non. Dans le fond, la mise en page est un peu différente, là, mais vous avez la section ici, là, les YAML, là, en haut de votre document. Puis si vous spécifiez HTML, à chaque fois que vous cliquez sur la petite bobine de fil bleu, là, knit, ça va automatiquement le faire en HTML. C'est juste si vous spécifiez autrement que là, il va changer de type. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Oui. Mais là, sur Mac, on dit qu'ils n'ont pas l'option du type de fichier sur Knit. Fait que ça, dans le fond, ils font juste l'enregistrer, peu importe. Fait que vous n'avez pas le choix, dans le fond, sur Mac. Alexandra, ça dit, ça nous renvoie directement à l'enregistrement du document. Mais peut-être que Bertol, tu peux poser ta question en... Mais c'est sûr qu'il faut enregistrer le document Markdown une fois. Fait que ça te demande, là, si on clique sur NIT et ça n'a jamais été enregistré, notre document, il va tout de suite, il va oublier le NIT puis il va t'enregistrer un fichier .rmd. Okay. Puis après ça, on reclique sur NIT. Est-ce que... OK. C'est bon. Donc, si on revient à la mise en forme du texte, ce que je disais, c'est que maintenant, il y a un éditeur visuel qui fait en sorte qu'il peut le faire pour vous. Si vous cliquez ici, mon Dieu, là, je vois que quand je pointe sur le tableau, à cause du zoom, je vais juste changer ça. Puis, ça me dérange un petit peu. Je veux que vous puissiez me voir. Okay. Désolée. All right. Là, tantôt, ça va me promener, je vais pouvoir remettre la bonne caméra, je pense. Donc, si vous allez en haut dans le visuel, vous allez voir, là, il y a comme une interface utilisateur, un peu comme Word. Fait que vous pouvez sélectionner du texte puis cliquer sur le gras. Vous pouvez même aller, là, si vous voulez, ici, vous voyez normal. Si vous sélectionnez une ligne de texte, vous pouvez choisir est-ce que c'est un titre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc. Vous pouvez aller dans Insert puis voir, il y a tout plein d'options. Donc, je vais vous montrer du code, mais si ça ne vous parle pas, sachez qu'il y a un éditeur visuel. Donc, syntaxe très rapide. Quand on veut faire un premier titre, c'est un dièse, deux titres, un sous-titre, c'est 2 dièses, etc., etc. Ça va jusqu'à 6. Ensuite, particularité de Markdown, si vous faites un retour de chariot, un changement de ligne, s'il n'y a pas de espace ici, là, ça ne changera pas de ligne.
Donc, un retour de chariot pour Markdown, ça veut rien dire, sauf si vous faites vraiment un espace vide au complet, une ligne vide au complet, là, il va changer de paragraphe, il va comprendre. Mais si vous voulez juste changer de ligne, il faut mettre 2 espaces à la fin. C'est une particularité. Fait que si vous voyez des fois que les titres se joignent avec votre texte ou des choses du genre, là, c'est juste mettez 2 espaces partout là, pour la chance, puis ça va fonctionner. Ensuite, d'autres éléments de syntaxe. Si vous voulez mettre italique, on met une étoile de chaque barre. Si vous voulez mettre grand, on met 2 étoiles. Barré, c'est les petites vagues 2 fois. Puis, chose que j'utilise beaucoup, c'est format code. Comme ça, quand je mets du texte, puis je veux vraiment que l'utilisateur comprenne que là, je réfère, mettons, je mets le nom d'une colonne dans mon tableau. Je veux vraiment qu'il comprenne que je réfère à la colonne. Bien, je le mets dans ce format-là, le format code. Fait comme ça, intuitivement, c'est beaucoup plus facile de suivre ce que j'écris. Même chose si je réfère à des fonctions, des choses du genre. Puis, ça va ainsi de suite. Puis, vous pouvez facilement insérer des liens de cette façon-là ou encore insérer des figures en juste indiquant là, le chemin dans votre ordinateur vers l'image. Sachez qu'avec Markdown, un des beaux avantages, c'est comme LaTeX d'ailleurs, on peut faire des formules mathématiques super facilement. Pour en faire l'outil visuel, j'ai mis ça, mais je pense pas que ça fonctionne vraiment. Là. Je vous recommande surtout d'aller voir là, le lien que j'ai mis qui vous montre facilement comment faire. Sinon, j'ai peu d'expérience. L'échantillon est assez faible, là, mais de mes essais, l'intelligence artificielle, souvent aussi quand tu lui donnes la formule, tu sais, comme texte, il va être capable de la transférer en, tu lui dis de la coder en LaTeX. Puis là, c'est ça. Donc, premier exercice, mais premier vrai exercice, je vais vous demander de reproduire cet exemple-là. Fait que vous pourrez juste effacer, mettons, le texte là, qui est en dessous de votre fichier Markdown que je vous ai fait, là, la démo. Sachez qu'il y a un titre. Hello World, c'est un titre. Mon nom, ben ça, c'est l'auteur. Il y a une date. Ensuite, j'ai mis du texte qui était comme un premier titre, un sous-titre, fait qu'un deuxième titre, puis du texte. Puis vous pouvez remarquer que dans le texte, j'ai mis des choses en gras, puis j'ai mis aussi quelque chose en format code. Je vais repartir le timer. Puis, il s'est fermé sur caméra avant. Je sais pas pourquoi il fait ça. Tu comprends pas où coder? Non. Ouais, fait que tu peux. Ouais, non, c'est ça. Là, on ne touche pas encore à du code R. Fait que tout ce qui est bloc de code, on peut tout effacer ça. Okay. Ouais, fait que tu peux tout effacer ça. Là, Hello World, mon nom. Puis la date. Je vous ai dit que justement, c'était un titre, un auteur, puis une date. Puis là, je vois qu'avant ton diamant, tu as écrit du texte. Je suis pas sûre que. Avant mon nom. Ici. Tu as écrit du texte en ligne 1. Fait qu'avant le début de tes métadonnées en haut, là, avant tes 3 petits tirets. Fait que je suis pas sûre si ça va compiler ou non. Ouais, moi, je t'enlèverais. Ouais, tu vois, là, ça a changé de couleur. Okay. Ouais, il faut jamais mettre quelque chose avant les 3 tirets. Okay. Moi aussi, j'ai une question, je vois pas comme. Est-ce que c'est sur la même page de R que moi? Oui, tu peux reprendre ton fichier Markdown. Juste passer là, en bas, tu sais, il y a une petite zone avec 3 tirets, puis là, des informations, 3 tirets. Garde ça. Tu peux le modifier, mais garde-le. Puis tu peux effacer le texte puis le code là en dessous. Là. Ça, il n'y a pas de problème. OK, mais je dois garder les 3 tirets. Oui, fait que garde la section du haut parce que c'est ça qui permet à ton fichier de compiler, parce qu'il a besoin de ces informations-là.
OK, c'est ici que j'écris mon nom ou Hello World. Oui. Donc, Hello World, mon nom, la date. Ça, c'est OK. comme un peu, cette particularité, là, c'est des métadonnées. Fait que c'est dans la section du haut. OK. Puis ensuite, on a le titre, le sous-titre, puis du texte. Je vais continuer. Au risque que vous n'ayez pas fini, mais je vais vous donner la réponse. Dans le fond, c'est tout le temps important, là, ça se peut que d'ailleurs sur votre R, les couleurs soient différentes, mais c'est pas grave. Là. C'est tout le temps important d'avoir la section avec les 3 petits tirets en haut. Vous allez mettre le titre, l'auteur, la date. Puis ensuite, premier titre, sous-titre. Puis pour faire mon code, j'avais mis mes accents graves ici. Pour faire mon gras, j'ai mis mes 2 étoiles. Sachez que si vous ne mettez pas d'espace là, entre le petit dièse et votre titre, ça ne va pas fonctionner. Des choses du genre. Puis s'il y a des choses qui fonctionnent mal, là, vous pouvez essayer d'aller en mode visuel pour le faire. C'est tout le temps plus facile, quitte à retourner à source par la suite pour au moins voir comment ça a été codé puis apprendre à faire un peu à mesure. Donc, deuxième élément, on le fait notre métadonnées, on le fait notre texte, il manque juste une affaire, du code. Pour rajouter du code, je vous ai montré les petits blocs de code au début. Vous avez 2 façons, Alt, CTRL, I ou Command, Option, I. Ou il y a un petit bouton là, ici, là, en haut à droite de l'interface R Markdown. Puis vous pouvez rajouter du R. Vous voyez, vous pouvez écrire dans toutes sortes de langages. Ce n'est pas réservé à R. Ça ressemble à ça, un petit bloc de code. Ce qui est encadré en rouge qui délimite du code. Puis indique là, à votre ordinateur que c'est le début puis la fin d'une zone de code R. Puis après ça, ben, vous pouvez personnaliser votre bloc de code. Par exemple, ici, j'ai mis echo égale false. Echo, ça veut dire est-ce que tu montres ou non le code? Quand tu me compiles le document, est-ce que tu caches le code puis tu montres juste le résultat? Ou est-ce que tu montres le code? Warning, c'est des fois quand on code sur R, il y a des avertissements qui apparaissent. Ben, on peut décider de ne pas les montrer. Les options vont être montrées plus tard. Mais sachez qu'encore une fois, il y a comme un genre d'interface utilisateur qui est quand on crée un petit bloc de code. Il y a le petit engrenage sur le côté qui vous permet là, justement de choisir certaines des options puis qui vous permet même de nommer votre bloc de code. Ici, ils l'ont appelé Cars DF Structure. Sachez qu'il existe tout plein d'options de code. Il y en a plusieurs qui ne sont pas disponibles avec le petit engrenage, mais il y en a 3 que j'aime bien. Je vous dirais là, erreur égale true. Si vous voulez compiler un script, puis il y a des erreurs dans le code, votre ordinateur, il va arrêter parce qu'il est programmé pour s'il y a des erreurs, mais je ne continue pas sans rien dire. Mais si c'est voulu qu'il y ait une erreur dans le code, vous pouvez mettre au début du chunk, là, erreur égale true, puis il va continuer même si le code a des erreurs. Result égale hold. Si vous faites dans le même bloc de code là, plusieurs lignes qui génèrent plusieurs résultats, ben, il va montrer une ligne, le résultat, la ligne suivante, là, j'ai le résultat. Mais vous pouvez demander là, avec result égale hold de montrer le code au complet, pour ça montrer tous les résultats au complet. Puis vous pouvez rajouter des légendes. Et deuxième exercice, reprenez votre fichier ou le fichier démo, c'est pas grave. Puis rajoutez 2 blocs de code. Fait que là, on veut 2 petites sections de code. Je vous rappelle, c'est Alt, CTRL, I ou Commande, Option, I. Puis, le premier bloc de code, mettez ça ici, parce que ça télécharge un jeu de données. Bien, ça importe un jeu de données, puis ça monte les 6 premières lignes. Puis ensuite, dans un deuxième bloc de code, on va faire le boxplot ici, ce graphique-là, mais je ne veux pas voir les résultats. Je ne veux pas voir le code qui génère. Donc là, vous pouvez aller dans le petit engrenage pour sélectionner l'option qui dit de montrer seulement les résultats. Ah oui, puis ben, compiler le fichier par la suite, là, juste confirmer que ce que vous avez fait a fonctionné.
la solution, vous allez rajouter vos blocs de code. Vous pouvez le faire à la main aussi, c'est juste que trouver les caractères spéciaux, c'est pas tout le temps facile. Vous rajoutez les blocs de code. Le premier, il y avait juste à mettre le code dans le bloc. Puis le deuxième, il fallait mettre echo égale false. Notez qu'il y a une virgule ici, mais pas tout le temps nécessaire. C'est si vous utilisez le petit engrenage, il en faut une si vous avez mis plusieurs arguments. Mais un autre élément que je ne vais pas parler, c'est d'insérer du code R dans votre texte. Fait que là, on fait comme croiser les deux. Pour le faire, ce que vous faites dans votre texte, si vous vous rappelez, pour faire la mise en forme, mettons, en mettant italique, on mettait un astérisque de chaque côté. Bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'accent grave de chaque côté. Mais en plus de ça, il faut dire qu'on met du code R. Fait qu'on met la petite lettre R. Ici. Ça, c'est vraiment fun parce que ça fait la mise à jour automatique puis ça prévient les erreurs de transcription. Un exemple que ça pourrait être super simple, c'est que l'analyse a été réalisée avec la version. Là, je dis d'aller chercher ma version du package stat. Sachez que ici, j'ai mis un petit R, ça dit fais ce code-là. À ne pas confondre avec la mise en page, la mise en forme, que là, c'est juste format code, que là, il y a aussi les accents graves, mais il n'y a pas de R. Petit détail. Un autre, oui, puis ça donnerait ça comme résultat. Fait que ça se met automatiquement à jour. Puis, une autre chose qui devient, c'est un peu plus utile que mon premier exemple. Admettons que vous faites une analyse, puis vous avez une p-value. Là, j'avais pas d'analyse, fait que j'ai juste inventé une p-value comme ça. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est juste dire en R, bon, blablabla, mais ma p-value. Fait que comme ça, s'il y a des choses qui changent puis tout, vous n'avez pas besoin de retranscrire les résultats. Ce qui est comme pas mal agréable. Ce que j'ai tendance à faire, moi, tout le temps, c'est arrondir, là. Fait que je vais vous montrer un exemple ici, avec un arrondissement. Petit avertissement, s'il y a une erreur dans le code R que vous mettez dans votre texte, ça ne fonctionnera pas. Comme s'il y a une erreur dans les blocs de code. Fait que ça vous donne un avertissement qui n'est pas tout le temps intuitif. À cause de ça, je pense que je limite la quantité de code R que je fais. Puis j'ai plus tendance à faire comme qu'on voit là, je fais un objet, puis je fais juste dire de mettre l'objet. À la limite, j'aurais arrondi l'objet ici en haut, le même, sauf si ça n'avait pas été pour l'exemple. Donc, troisième et dernier exercice, à partir de votre exercice 2, rajoutez ce texte. Donc, vous avez téléchargé un jeu de données qui s'appelait Iris. Data Iris, ça servait à ça. Le jeu de données Iris, c'est des mesures de pétales là, de fleurs. Fait que je vais vous demander d'aller chercher la moyenne des sépales. Je vous donne le code pour le faire parce que c'est pas ça le but de l'exercice aujourd'hui. Fait que vous prenez le jeu de données, allez chercher les sépales, la moyenne. Puis ensuite, d'aller chercher le nombre d'espèces différentes qu'on a dans le jeu de données. Fait que là, encore une fois, je vous donne le code. Je veux juste que vous l'intégriez au texte. Puis ensuite, il faut compiler pour vérifier que tout a fonctionné et que tout est correct. Avez-vous une temps de faire? Encore plein de coquilles, je vais te laisser engager avec ça. Si tu crées un objet moyenne rendement longueur, puis après ça, tu veux le mettre dans ton code,
Peut-être que ça marche pas ce que je fais ça moins, mais quand tu utilises. Ah, je pense que c'est bon. C'est bon. Parce que je faisais une table, ça me le présentait pas, je sais qu'il faut toujours le réécrire. Ça... Ouais, mais non, Tab fonctionne d'habitude. Fait que j'imagine que là, c'est quand t'avais, en plus des accents graves, t'avais comme mis d'autres. Ouais. Quand tu mets ces waves-là, comme ça, il pense que tu lui dis de coder en HTML. Fait qu'il est un peu mêlé, là. Il était comme tu codes en R, mais en HTML, là. OK. C'est spécifique aussi que quand tu mets un point à la fin de ton inline code, ça marche pas. Lui, comme. Si tu mets directement, tu mets un point. Ben, il est content, ça fonctionne. Mais c'est pas une question importante, là. C'est juste que, mettons, faut que tu fasses un espace après ton point. C'est niaiseux, là, mais. pas se poser. Pas se poser. OK. Faut juste que tu le mettes à l'extérieur, ton point. À l'extérieur. OK, définitivement. Définitivement, parce que c'est pas du code R. Parce que sinon, il va essayer de trouver un code R avec ton point. OK, parfait. Merci. OK. En espérant que vous avez eu le temps. Solution. Il y avait 2 solutions. La première, c'est carrément de mettre le code en haut dans le texte. La deuxième, vous auriez pu créer des objets avec votre code pour être sûr que s'il y a une erreur dans le code, ben, ça va être ça l'erreur, puis ça va être plus simple à retrouver puis à comprendre. Vous pouvez dans ce cas-là mettre echo égale false ou include égale false. Là. Ça fait en sorte que comme vous avez créé un objet pour mettre le texte, là, mais il paraîtra pas votre objet quand vous compilez. Donc, félicitations. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour partager vos analyses avec Markdown. Je mets cette slide-là parce que pour certaines personnes, coder, c'est vraiment beaucoup parce que c'est vrai, là, c'est un nouveau langage, c'est un nouveau logiciel, c'est beaucoup d'apprentissage. Pour certaines personnes, je vous ai peut-être en masse submergé avec ça. Puis, si c'est le cas, restez avec ça. Vous avez littéralement ce qu'il faut pour partager vos analyses avec vos collègues. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai roulé pendant ma première année au moins, là, tu sais, avec peut-être même un peu moins de connaissances que qu'est-ce que je viens juste de vous montrer là. Par contre, comme je disais au début, dans Markdown, ce qui est plus difficile, c'est de savoir que l'option existe. C'est pas d'utiliser l'option. Fait que je vais vous pitcher, presque littéralement, un paquet d'options. Puis, je vais pas prendre le temps de beaucoup vous les expliquer, juste, je veux que vous sachiez qu'ils existent. Je veux que vous sachiez où aller chercher le plus de détails si vous voulez utiliser les options. Mais, je veux pas que ça vous décourage non plus si pour vous, c'est la première fois que vous touchez à Markdown. Restez avec ça, puis sérieusement, si vous implantez ça dans votre recherche, moi, avec ça, là, pendant longtemps, j'ai roulé avec ça, puis les chercheurs avec qui je travaillais, c'est tellement rare que les gens utilisent Markdown alors que ça devrait être comme la norme, que déjà, juste ça, je suis sûre qu'il y a plein de chercheurs qui vont être super contents là, avec vous. Donc, de ce pas, option supplémentaire, avancée entre gros guillemets. On va commencer avec le YAML. Fait que ça, c'est la partie du début, ce qui est dans les petits crochets. Ça sert à un peu dire fais ceci, fais cela. Donc, pour créer une table des matières, ce que je vous dis, c'est vraiment simple. Stock true. Merci, bonsoir. Ça va créer une table des matières avec les titres que vous avez mis en dièse. Je vous rappelle, je l'ai dit au début, l'incrémentation puis les espaces, c'est important par contre. Si vous avez des erreurs, c'est peut-être parce que vous avez mal mis les espaces, vous avez mis un espace entre toc puis le 2 points, etc. Vous pouvez aussi spécifier top depth pour dire, utilisez juste les titres de niveau 1 puis 2, niveau jusqu'à 5, juste. La petite table des matières, la déroulante, le temps de tout cute que j'ai montré au début, il faut juste rajouter top float égale true, 2 points true. Sachez que c'est en HTML seulement que ça fonctionne. Puis là, il y a beaucoup d'options que je vais vous montrer à partir de maintenant que je vais vous dire c'est en HTML seulement que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que j'aime le HTML en soi. Automatisation. À la place d'écrire la date en haut, moi, je fais tout le temps ça. Je mets cette petite ligne-là dans tous mes codes. Fait que ça fait juste mettre la date d'aujourd'hui quand je le compile. Merci. Puis c'est tout. Puis, c'est vraiment contre-productif d'aller numéroter à la main les sections, là. Tu mets un petit dièse, espace, 1 point, alors que comme le but des langages comme Markdown, c'est que ça le fasse automatiquement. Fait que number section, c'est égale true, puis ça va faire 1 point, 1.1, 1.2, etc. Je pense que j'avais mis un exemple. J'avais mis un exemple. Comme ça.
je vous avais montré au début un petit bouton qui permet de cacher ou montrer le code. Fait que l'utilisateur peut décider de le cacher ou montrer. Moi, dans mon équipe, dans mes collaborateurs, j'en ai qui sont bons en codage, qui veulent regarder mon code. Puis j'en ai qui sont moins bons en codage, qui veulent juste regarder les résultats pour m'aider à comprendre théoriquement. Fait que, avec ça, ça fait en sorte que ça améliore l'expérience utilisateur. Fait que dans ce cas-ci, mettons, le code automatiquement, il serait montré, mais l'utilisateur a un petit bouton en haut pour tout cacher, tout montrer, puis en haut de chaque bloc de code, il peut cacher ou montrer. Même chose, avec ça, vous pouvez faire un petit bouton qui permet à l'utilisateur de télécharger le fichier Markdown qui a permis de générer le HTML. Ensuite, si vous voulez conserver tous les graphiques de votre analyse, vous pouvez mettre ça ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un dossier qui contient tous les graphiques qui ont été générés dans votre code. Sachez d'ailleurs, la présentation va être partagée là, par la curade après. Hein, fait que je vous mets beaucoup de choses, beaucoup de liens, mais comme vous allez l'avoir. Ce qui est vraiment cool, un petit truc de pro, c'est qu'il va automatiquement nommer les graphiques quand il va les enregistrer avec le nom de votre chunk de code qui permet de générer le graphique. Fait que dans ce cas-ci, le graphique ça va s'appeler pressureplot. Il me semble que c'est PNG ou JPEG automatique, je me souviens plus, parlez-vous. Ensuite, si vous n'avez pas la mise en page de base, il existe un paquet de thèmes différents pour mettre des mises en page préfaites. Vous pouvez aussi en faire manuellement, mais Bootswatch en offre plusieurs. Ça, c'est l'exemple, mettons, là, j'ai mis Yeti. Mais si vous consultez le site de Bootswatch, vous allez pouvoir voir toutes les mises en page qui existent. Puis là, aussi, vous voyez en dessous Highlight. Ça, c'est le choix de palette de couleurs. Il existe un paquet de palettes de couleurs aussi. Vous pouvez encore une fois les spécifier. Donc, ça, c'est encore les options pour le YAML. Si on va dans les chunks de code, les options qu'on a pour nos chunks de code. La première, et non la moindre, admettons là, que vous faites un script puis vous ne voulez pas que les gens voient le code. Là, vous voulez vraiment juste savoir les résultats, les graphiques, les sorties puis tout. C'est un petit peu long qu'à chaque bloc de code, vous allez écrire echo égale false. Ça devient lourd. Fait que ce que vous pouvez mettre, c'est un bloc de code là, au début. Puis ce bloc de code-là, vous lui dites l'option de code que vous voulez partout. Fait que lorsque ce serait echo égale false. Puis après ça, vous n'avez plus besoin de le spécifier. Notre exemple, justement. Là, ça, je mettrais ça au début de mon code. Là, ici, c'est message égale false. Fait à moins que j'aie un bloc de code qui spécifie autrement, il ne va jamais afficher les messages. Ça, je me suis tellement battue longtemps hein, que je prends le temps de l'expliquer, même si c'est un peu plus compliqué. Le Working Directory. Fait si vous utilisez R déjà, vous connaissez ça. C'est l'endroit où est-ce qu'il va chercher, vous spécifiez un dossier, puis c'est là qu'il va chercher des données ou enregistrer des données quand vous spécifiez d'aller chercher quelque chose en dehors de votre code. L'affaire avec Markdown, c'est qu'automatiquement, vous n'avez jamais besoin de spécifier le Working Directory parce que automatiquement, celui qui l'utilise, c'est celui où est-ce que vous avez enregistré votre fichier Markdown. Comme je disais au début, il va aller enregistrer automatiquement les documents que vous faites à cet endroit-là. Ça peut être problématique quand vous organisez vos données, là, souvent selon les façons recommandées, parce que vos données ne seront pas nécessairement dans le même sous-dossier que votre Markdown. Puis si vous spécifiez 7WD, comme on fait d'habitude avec un fichier R, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire parfait, on prend en compte pour le bloc de code, puis quand le bloc de code est fini, il l'oublie. Puis là, il faudrait comme respécifier à chaque fois, ce qui est comme vraiment lourd. Fait que ce qu'il faut faire, simplement, c'est comme que je vous ai montré, là, comme l'autre d'avant, au début de votre code, vous spécifiez, vous faites juste dire, écoute, là, pour tout le code, tu utilises tel working directory, puis il va partir de ça après ça. C'est ça. Des fois, moi, je l'utilise pas, là, mais il y a des gens qui aiment imprimer tout le code en annexe. Vous mettez ça comme ça, vite. Enfin, ça va tout l'imprimer. Si vous générez 2 figures dans votre bloc de code et vous voulez qu'ils soient côte à côte, vous pouvez utiliser ce petit code-là là, en haut là, dans les détails du code. Puis là, il y a la cache. La cache, dans le fond,
chose qui peut être très agaçante avec Markdown, c'est si vous avez un code qui prend longtemps à rouler. Puis là, vous décidez de faire une modification dans votre fichier. Puis là, vous repartez la compilation. Puis là, c'est long à chaque fois que vous faites une modification. Ça peut être vraiment problématique. Le meilleur exemple que j'ai, c'est j'ai fait des markdowns pour ma bioinformatique. Là. Changer un détail, ça prenait une journée à rouler. C'était pas top. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la cache. Par contre, là, c'est vraiment plus une option avancée, dans le sens que ce qu'il va faire, c'est que pour ce fichier-là, pour le bloc de code, il va le rouler une fois, puis il va l'enregistrer sur votre ordinateur. Puis une fois qu'il l'a enregistré sur votre ordinateur, à chaque fois que vous demandez de compiler, il va aller regarder si le code que vous avez mis dans votre bloc a changé. Si le code a changé, il va le rebouler. Si le code n'a pas changé, il va juste aller prendre la cache, puis il ne roulera pas à nouveau. Fait que votre code qui prenait beaucoup de temps à rouler, cette ligne-là spécifiquement, ben, elle n'aura pas besoin d'être refaite à chaque fois. Par contre, admettons que cette ligne-là roulait un code sur un data frame que j'ai modifié dans d'autres chunks d'avant, dans mon nouveau Markdown. Ben là, quand que je vais recompiler, il va dire parfait, le code n'a pas changé, fait que je vais garder la cache. Alors que le data frame est modifié, fait que ça ne fonctionne plus. Là, il faut aller chercher des dépendances. Fait que tu dis, là, tu nommes, bon, l'autre aurait pu nommer ton data frame. Fait que là, tu dis cache true, mais vérifie aussi si tel autre bloc de code a changé. Là, après ça, vous pouvez rajouter des options pour vérifier si le fichier en soi a changé, etc., etc. Fait que c'est pour ça que j'ai comme mis un petit peu des petits points d'exclamation, là, dans le sens que pour l'utiliser adéquatement, peut-être, dans beaucoup de cas, tu sais, juste utiliser les dépendances, ça va le faire. Mais dans d'autres cas, je vous recommande d'aller consulter ces liens-là. Ça va vous prendre une demi-heure, puis vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Puis vous êtes capable d'utiliser adéquatement. Ensuite, package complémentaire à AR, Markdown, spécifiquement. Je vais commencer avec Bookdown. Je vous ai montré un petit livre au début. Ça, c'est génial si vous faites une thèse, par exemple, ou un gros projet de recherche, que là, vous allez avoir dans votre dossier plein de scripts différents. Votre script d'importation puis nettoyage de données, votre script de visualisation, votre script pour telle analyse, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est des petits markdowns séparés ou un Bookdown qui est comme carrément un livre où est-ce que chaque chapitre est un fichier Markdown. C'est pas super compliqué là, à adopter. Surtout qu'ils ont fait là, un petit exemple là, super simple là, qui te le compile déjà dans ton ordinateur. Je recommande, si vous voulez vraiment vous lancer dans Markdown et faire un projet bien intégré, ça permet aussi en sorte que si vous modifiez des choses dans des scripts plus tôt, ça facilite la compilation de comme quand ça découle sur d'autres scripts, mais ça va tout adapter plus rapidement. Ça, par contre, si vous avez un package à retenir, c'est Article. Article, ce que ça fait, c'est ça permet d'utiliser Markdown très facilement, très rapidement et efficacement pour créer des articles scientifiques de A à Z. Donc, qu'est-ce que c'est Article? C'est que tu dis, parfait, j'ai fait un script. Puis moi, je veux le publier dans telle revue. Fait que tu lui dis. Puis quand tu vas compiler, il va te le mettre sur le gabarit de la revue en soi. Puis c'est tout. Si vous êtes refusé, vous changez de revue, vous n'avez pas besoin de recommencer au complet. C'est génial. C'est quand même, je le trouve bien fait. Vraiment, je le recommande. Puis justement, tu sais, Markdown aussi, surtout si vous travaillez, mettons, en physique ou en hydrologie, je sais pas quoi, là, vous utilisez les équations, le Losh et Word, là, vous utilisez Markdown ou LaTeX, ma recommandation. Mais c'est ça, Article, ça permet de tout faire la mise en forme automatiquement. Puis sachez aussi, à part que sur les sites web des journaux, il y a beaucoup de journaux aussi que, tu sais, ils vont avoir des gabarits Word, mais ils ont aussi des gabarits LaTeX et des gabarits R Markdown dans beaucoup de cas. Fait que vous pouvez juste télécharger puis utiliser leur gabarit. Ça, j'ai jamais utilisé, mais je sais que les gens l'utilisent, Trackdown. Ça permet de co-rédiger sur Google Drive avec R Markdown. Puis, finalement, on est dans le plus avancé, mais si vous voulez faire des contenus interactifs, un peu comme je vous ai montré là, le dashboard au début, c'est Shiny qu'il faut utiliser. Puis encore une fois, là, il y a des beaux tutoriels vraiment bien structurés. Il reste que c'est une bonne courbe d'apprentissage, mais si vous aimez coder, c'est là.
Puis pour finir sur ma section boîte à outils Markdown, je voulais vous donner d'autres astuces là, qui ne fitaient pas dans les autres sections. Ça, c'en est une vraiment simple, là, très débutant friendly. Si vous faites imprimer un data frame dans Markdown, ça se peut que vous ne le trouvez pas super cute, avec raison. Ce que je vous conseille, c'est à la place de, mettons, faire print, votre data frame, c'est d'utiliser Cable. Puis lui, il va faire de quoi qui est vraiment plus joli. Puis si vous voulez pousser plus loin, là, très facilement dans les arguments, là, vous pouvez mettre caption ou etc., renommer des colonnes, donner un titre à votre tableau, etc. Fait que ça améliore facilement l'esthétique. Puis, si vous voulez vraiment faire des choses super précises, de formatage global avancé, là, malheureusement, vous allez quitter le Markdown. Puis, il va falloir utiliser d'autres mises en page, donc d'autres langages. D'autres langages, selon ce que vous voulez faire, HTML, JavaScript, CSS, SCSS, qui sont des langages informatiques de codage. Moi, j'ai à peu près jamais eu besoin d'utiliser ça puis pour faire des beaux documents. Mais si vous voulez, mettons vraiment comme que genre cette section-là soit surlignée en jaune, par exemple, ça peut être un exemple des choses qui ne sont pas déjà intégrées dans Markdown de base. Autre option, un peu, ça peut faciliter le devenir plus digeste des gros documents, c'est d'utiliser des onglets. Donc, par exemple, ici, là, j'ai créé, dans le fond, j'ai spécifié un tab 7 à un certain niveau là, de titre. Puis, en dessous de ce niveau-là, il va faire des onglets avec les sous-titres du niveau inférieur. Fait que dans ce cas-ci, il a fait un onglet description, un onglet que vous plot. Puis, il y a beaucoup de gens qui me demandent s'ils peuvent corriger leur français avec Antidote sur R Markdown. La mauvaise nouvelle, c'est que, au meilleur de mes connaissances, la réponse, c'est non. Parce que Antidote, comment il fonctionne, c'est qu'il faut comme une intégration spécifique à Word, il faut une intégration spécifique au courriel, etc. Fait qu'ils n'en ont pas fait spécifique à RStudio. Par contre, si vous travaillez sur Word, admettons, sans Antidote, il va y avoir un correcteur là, automatique, là, il vous dit si vous faites des fautes quand même. Puis ça, avec R, vous pouvez le faire. Systématiquement, il est en anglais, mais selon le contexte, vous pouvez aller dans Projet Options ou Global Options, puis dire que c'est en français. Sachez qu'il existe des packages qui permettent une correction avancée. Ceux que je connais sont juste en anglais, puis moi, personnellement, je les utilise pas. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise Grammarly, parce que Grammarly ne demande pas des intégrations spécifiques pour écrire en anglais, là, malheureusement, seulement. Mais Grammarly fonctionne bien. Puis, je vous ai parlé d'articles, mais on va parler de citations bibliographie. C'est vraiment surprenamment très facile de mettre là, des citations puis de générer une bibliographie automatiquement si vous utilisez Zotero. Parce que Zotero, c'est open source, comme RStudio. Sinon, vous pouvez le faire avec un fichier bibliographique comme Biblitex ou BibTeX ou CSL. Puis l'éditeur visuel peut vous aider à coder pour vous là, pour mettre les citations. Dans le même genre, vous pouvez, ça je le prouve pas dans ma présentation, mais vous pouvez mettre des notes en bas de page, des références à des figures, des références à d'autres titres, etc. Avec, entre autres avec l'éditeur visuel, sinon il faut le coder à la main. Exporter en script R. Ça peut être utile des fois si vous avez besoin de... vous avez fait votre Markdown, mais vous voulez juste un fichier R là, qui contient strictement votre code. Bien, vous relevez ça dans votre console. Puis, il va vous le faire. Il va vous créer un script R. Puis, dernier élément. J'espère que je vous ai convaincu. Si jamais je ne vous ai pas convaincu ou peu importe ce livre, sachez que c'est possible de compiler un fichier R, même si ce n'est pas un R Markdown. Le plus facile, c'est juste avec ce petit outil-là. Sachez qu'il faut que le code fonctionne, là, sinon ça ne fonctionnera pas. Puis, ce que ça va vous faire, voici là un exemple de document. Dans mon code, là, dans un fichier R, on a juste du code R, fait qu'on n'a pas de titre, on n'a pas rien d'autre. Mais tu sais, j'ai mon, il met une ligne de code, puis là, quand ça fait des résultats, il montre le résultat. C'est une autre ligne de code, le résultat, etc. Que, si jamais vous êtes mal pris ou que tout le reste de Markdown ne vous intéresse pas, il y a toujours ça, mais c'est ça. On va finir avec un petit topo sur l'analyse reproductible.
La raison pour laquelle j'ai décidé d'inclure ça, c'est que R, Markdown, le but de ça, c'est aussi d'améliorer la reproductibilité. Tu sais, oui, c'est d'améliorer la collaboration avec les partenaires et tout, mais d'améliorer la collaboration aussi parce que, d'une certaine façon, c'est plus transparent, reproductible. Je vais vous montrer 2 outils qui sont liés par rapport à des choses que vous devriez inclure dans votre script. Puis ensuite, je vais vous montrer un outil pour partager vos scripts de façon transparente. Chose qui me, quand même, un peu, qui est parti ça de mon bord à me sensibiliser, c'était un article, ça date quasiment de 10 ans, mais de Nature, qui parlait à quel point il y a une crise de reproductibilité. Puis souvent, quand on en parle, quand j'en ai entendu parler, moi, souvent les gens disaient, bon, il faut améliorer les dispositifs, faut améliorer, mais la description des dispositifs, faut améliorer sa description des marches en laboratoire puis tout. Mais aussi, il faut améliorer notre façon qu'on communique nos analyses parce que dans un article scientifique, il n'y a pas beaucoup de mots. Fait que si tu dis, j'ai fait un modèle mix avec etc., tu sais, à un moment donné, ça devient quand même difficile à aller reproduire. Puis là, tu sais, un modèle mix, c'est pas le plus complexe qu'on aurait pu aller. Ce qui fait en sorte que utiliser des outils pour mieux communiquer puis que nos analyses soient reproductibles, parce que c'est pas être capable de reproduire des données similaires, mais si on n'est pas capable de les analyser pour arriver au même résultat, on n'est pas plus avancé. Donc, sachez que les prochaines diapositives, c'est pas du Markdown, là, on sort un peu du sujet. Premier outil pour votre code, c'est tout ce qui est aléatoire. Là, par exemple, c'est un code qui permet de générer des échantillons. Là, vous avez échantillonne un chiffre de 1 à 100 et on échantillonne 2 fois. Chaque fois que vous allez rouler ce code-là dans votre ordinateur, là, ça va générer quelque chose de différent. C'est pas très reproductible comme science. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette cible. Fait que là, au début de votre script, vous allez dire cette cible. Vous ne faites jamais 2 fois, là. Je l'ai mis 2 fois pour vous montrer. Ça fonctionnait, là. Mais vous mettez cette cible. Puis là, quand il va rouler, compiler votre script, il va générer les mêmes choses à chaque fois. Comme vous voyez, tu sais, là, je lui ai demandé un sample, il m'en a généré. Si je lui demande un autre sample, il ne va pas tout le temps me régénérer les mêmes choses. Mais si je recolle cette cible, là, il va recommencer pareil. J'espère que c'est clair. Je ne suis pas sûre si c'est clair, mais cette cible devient aussi très intéressant quand dès que vous faites c'est le Permanova, bootstrapping, dès que vous faites des modèles mix qui ne sont pas une distribution normale, dès qu'il y a quelque chose qui est de la raréfaction en microbio, par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui demande une certaine composante aléatoire, utilisez cette cible au début de votre script. Vous le mettez 1 fois, c'est tout, mais c'est vraiment important. Deuxième élément, il y avait cette cible. Ensuite, les packages. Les versions package. Ça, c'est un exemple, un screenshot d'une bibliographie. On voit, là, utiliser tel package. C'est bien fun, mais après ça, moi, là, de mon bord, tu sais, comment reproduire le code qui a été utilisé dans cette expérience-là avec toutes les bonnes packages, bonnes versions. Puis si c'est moi qui écris l'article, j'ai pas des analyses, là, c'est moi, là. J'ai peut-être mis à jour mes packages depuis. J'ai peut-être d'autres utilisateurs sur mon ordi qui ont téléchargé de nouvelles affaires. Comment je sais qu'est-ce que j'ai fait à la base? Fait que ça, il y a chacun des problèmes, là, il y a une solution. Si on commence avec le deuxième problème, moi, ce que je mets à la fin de mes scripts, presque systématiquement, c'est session info. Fait qu'un petit bloc de code dans lequel on met la fonction session info. Puis ce qu'il fait, c'est qu'à la fin de mon script, il m'exprime toutes mes métadonnées sur mon ordinateur, puis sur les packages que j'ai utilisés. Fait que ça fait en sorte que là, on est bulletproof. N'importe qui, s'il y a un problème de compatibilité entre les ordi, on va être capable de le résoudre parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé dans mon ordi. Une alternative, là, c'est juste pour votre information, si vous voulez savoir la version d'un package, vous pouvez utiliser le package version. Puis si vous voulez savoir comment citer votre package, sachez que la fonction citation, puis vous mettez le nom de votre package, va vous donner la citation pour votre package. Citer les packages à la fin, c'est vraiment un bon départ. Si on va aller une coche de plus loin, c'est d'utiliser le package qui s'appelle Rev. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour votre projet sur votre ordinateur, mettons, je fais mon projet sur ça, il va créer une bibliothèque
de packages fixes, stables, isolés des autres utilisateurs ou d'autres utilisateurs comme moi qui travaillent sur, mettons, un autre projet dans un cours ou quelque chose de genre. Puis ça va faire en sorte que même si ailleurs dans l'ordinateur, je gosse sur mes packages, pour mon projet, tout reste fixe, tout reste stable. Puis ça crée un fichier .loc. Puis ce fichier-là, je fais juste l'envoyer à n'importe quel collaborateur, puis qui veut rouler mes codes. Puis avec ce fichier-là, le collaborateur va avoir exactement les mêmes versions des packages que moi. Fait que ça assure la compatibilité entre ordinateurs. Ça assure la reproductibilité. Si vous avez un article scientifique, puis l'auteur a le package, le petit fichier loc, vous pouvez télécharger temporairement même des packages que vous n'utilisez pas. Ils ne vont pas rester sur votre ordi. Ils vont être téléchargés temporairement pour que vous vouliez ça. Puis, moi aussi, une autre chose qui m'a vraiment servi, là, justement, je faisais ma bioinformatique sur un ordinateur avec beaucoup d'utilisateurs partagés. Puis des fois, on peut utiliser des packages qui sont plus ou moins stables. C'est-à-dire qu'entre les versions, il peut y avoir des erreurs qui s'installent. C'est des packages comme ggplot ou stats, ça va être quand même stable. Mais il y a d'autres packages qui vont moins l'être. Fait en faisant ça, aussi, ça me protégeait des autres étudiants. Mais je l'utilise ici dans mes projets avec mon GitHub, que je vais vous montrer ensuite, par souci de reproductivité. C'est les deux options en dehors à rajouter dans votre script. Je vais finir avec ça. Je vais finir en parlant de Git, qui est une option à l'extérieur de votre script. Donc là, Git, qu'est-ce que c'est? Juste Git. C'est un outil de versionnage. Ça permet de contrôler nos versions. Un peu comme dans OneDrive, où est-ce qu'on peut voir l'historique des versions d'un fichier Word, par exemple. Là, de façon un peu plus contrôlée puis formelle. On voit souvent des exemples d'utilisation après la publication. Fait que les auteurs vont publier un article, puis ils vont utiliser GitHub, GitLab, qui viennent un peu des plateformes qui utilisent Git, une plateforme sur laquelle, je vais vous montrer un exemple, inquiétez-vous pas. Fait que cette plateforme-là, elle va vous permettre de partager vos données, votre code, puis vos fichiers Markdown que vous avez créés. Oui, c'est ça. Fait que ça permet de partager le code, partager les données, puis le contenu supplémentaire de votre article, si vous voulez. Ça permet à quiconque qui lit votre article d'aller vérifier comment vous avez analysé vos données, puis il y a même des utilisations possibles, des fonctions pour signaler des erreurs à des auteurs. Moi, je l'utilise aussi avant la publication. Si vous êtes plusieurs à coder sur la même chose, mettons en programmation, c'est l'outil de référence pour coder en même temps, plusieurs en même temps. Puis partager en temps réel, puis avoir un suivi intégré des modifications. Mais moi, ça me permet à mes collaborateurs aussi de suggérer des modifications, d'avoir accès à toutes mes analyses directement. Si, admettons, je pense à une autre utilité aussi, si vous êtes plus chercheur, qu'est-ce que je vois aussi, c'est que j'ai déjà entendu des professeurs me dire que, tu sais, qu'est-ce qui est dangereux quand un étudiant part, c'est que si tout n'est pas bien structuré quand il part, on perd un peu toutes les données, ou ces analyses, tout devient un peu perdu parce que là, tu sais, c'est comme dans des dossiers, puis il y a des fichiers Excel, puis il y a un certain suivi des métadonnées qui devient difficile. GitHub, problème réglé. Puis tout est sur la plateforme. Fait que vous cliquez sur télécharger, ça se télécharge dans votre ordinateur. Puis quand un projet est terminé, GitHub est structuré pour que, tu sais, en rajoutant des fichiers README, tout, que ça soit facile d'aller relire, retrouver, comprendre ce qui s'est passé dans ta ligne étudiant, ou peu importe, un collaborateur, mais ça permet aussi facilement là, d'archiver. Je vous ai parlé, il y avait GitHub, GitLab. GitLab, c'est open source. GitHub l'est pas. GitLab, en tant que c'est créé, avait des inquiétudes par rapport à la pérennité de la chose. Ces inquiétudes-là, ils sont de moins en moins présentes. Puis, si jamais là, vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, je vous conseille le lien que j'ai mis en bas, Happy Git with R, qui vous prend vraiment là, une étape à la fois, puis qui vous permet de mieux expliquer, parce que là, j'ai juste expliqué une petite partie de GitHub. Moi, c'est sûr aussi que, là, un petit aparté GitHub, moi, j'en monte un, puis c'est sûr que mes articles, j'en monte un pour mes articles parce que ça me permet aussi de me monter, de certaine façon, un CV. Un peu comme avoir un LinkedIn puis le garder à jour. Parce que les gens vont pouvoir aller voir sur mon GitHub mes articles, comment c'est structuré, avoir mes analyses, puis ils vont pouvoir
voir mon niveau de compétence aussi par rapport au codage. Fait que moi, je le vois aussi comme ça, d'avoir investi dans le temps de comprendre GitHub, si j'investis aussi dans la qualité de mon CV. On va finir avec un petit exemple. Ça, c'est un exemple, c'est un article qui a été fait par des chercheurs à l'IRDA, puis l'Université Laval. Puis, à la fin de leur méthode, ils ont simplement dit le data puis le code sont toutes les deux disponibles au lien suivant. Fait que si on clique sur le lien suivant, ici, vous voyez leur GitHub. Donc, ça fonctionne tout le temps. On met tout le temps des petits readme qui sont d'ailleurs écrits en Markdown. Fait que c'est comme votre Markdown, sauf qu'il n'y a pas la section que vous mettez des blocs de code. Fait que du readme qui explique c'est quoi. Puis une pratique courante aussi quand se publie, c'est qu'ils ont mis une petite licence. Mais tout ça, ça se fait là, avec une interface utilisateur relativement facile. Puis là, quand vous allez chercher leurs stats, vous voyez leur analyse de microbio. Vous voyez, ils ont mis 7 seeds au début. Puis, c'est un fichier Markdown, comme vous pouvez voir. Puis, ça montre toute leur analyse, avec les résultats, leurs données, puis tout. Fait que n'importe qui peut aller mieux comprendre, puis critiquer, être capable de collaborer aussi. Puis, c'est ça. Ça, c'est un peu un golden standard en recherche, là, je dirais, mais selon moi. C'est mon opinion personnelle. Sachez que j'ai entendu récemment là, des gens me dire qu'ils ont essayé de publier dans des revues, puis que certaines revues, ils l'obligeaient maintenant. Justement par souci de faire de la recherche qui est exemplaire. Fait que j'obligeais d'avoir une page là, GitHub, I guess, que peut-être aussi GitLab qui acceptait, pour que ça soit le plus reproductible et facilement possible. Donc, sur ce, le but aussi, c'est que ça soit une boîte à outils. Fait que je vais vous montrer les ressources externes que j'ai consultées, puis que moi, si on me les avait montrées, ça aurait vraiment accéléré mon temps d'apprentissage personnel, à la place de juste fouiller sur Google, puis à un moment donné, tomber sur la perle rare. Mais pour qu'est-ce qui est Markdown, moi, c'est le cookbook de Markdown qui m'a vraiment, vraiment appris parce que c'est une série d'exemples super clairs, puis facile à intégrer. Qu'est-ce qui est recherche reproductive? Moi, j'ai deux choses. D'abord, le cours de modélisation des agroécosystèmes de Serge-Étienne Parent, il se donne plus maintenant, mais il reste que tout son cours est disponible en ligne à tous. Puis, c'est surtout son chapitre 5, là, Sciences ouvertes et reproductibilité, qui m'a vraiment permis de mieux comprendre. Puis d'ailleurs, bien évidemment, son cours est un bookdown, fait un livre de Markdown. Ça montre que, ce que je vous montre, c'est pas niche, là. C'est vraiment comme des choses vers lesquelles on devrait aller en recherche. Puis, je vous recommande vraiment de lire, là. C'est pas très long, là. C'est quelques pages. Puis, le guide, là, au code reproductif en écologie, en évolution. Puis, je le trouvais là, très utile. Puis, bon, ben, si jamais vous êtes intéressé avec la tech, comme un autre niveau après, il y a des formations 2 fois par année à l'université. Donc, ça fait le tour. Je suis un peu essoufflée, j'ai jamais donné une présentation aussi longue que ça. Mais j'espère que c'était utile pour vous. Il reste que, je suis pas une experte. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce que je sais, ce que j'ai appris. Mais je peux être là pour répondre à des questions du mieux que je peux. Puis j'espère que je vous ai convaincu à utiliser ça dans votre recherche.